Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous. Nous allons poursuivre aujourd'hui notre réflexion sur l'agro-environnement, les enjeux et les perspectives. Notre thématique du jour est les biens et services écosystémiques en milieu agricole. Et pour nous en parler, je reçois Alejandra Zaga Mendez. Elle est spécialiste en économie environnementale. Elle va nous entretenir sur les freins et les incitatifs d'adhésion des producteurs agricoles aux actions agro-environnementales. De plus, elle nous expliquera comment la rétribution économique peut être ou non un facteur d'adhésion. Alejandra, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un J'aimerais ça plaisir. commencer par parler du concept des services écosystémiques et de leur application en agro-environnement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, le concept des services écosystémiques, on l'utilise en économie de l'environnement, en économie écologique, pour représenter l'ensemble de bienfaits, donc des bénéfices que les communautés, les citoyens, nous, on reçoit des milieux naturels, OK. mais ici plus précisément de l'agriculture. Donc, on regarde nos terres agricoles, ça nous invite de voir au-delà de juste la production, par exemple, du maïs, du soya ou des légumes, c'est de voir l'ensemble des bienfaits, donc des contributions. Et je vais vous donner des exemples. Oui. Alors, on peut penser à, oui, la production de la nourriture. On peut parler de tout ce qui est la question de la régulation climatique, la régulation de la qualité de l'eau, la qualité des sols, le fait qu'on soutient puis qu'on maintienne un sol qui est fertile pour les générations futures, le fait qu'on contribue, par exemple, à la lutte contre l'érosion ou contre les inondations. Quand une terre qui est boisée, par exemple, une terre qui est occupée, Oui. il y a moins des inondations, à la pollinisation. Et aussi, en agriculture, on voit que nos milieux agricoles peuvent être ce qu'on appelle des habitats pour la biodiversité. Et il y a toute une série de services qui est super intéressant parce que c'est pas seulement la contribution, qu'est-ce que je peux dire, directe en termes environnementaux ou économiques, OK. mais c'est plutôt des services qu'on appelle culturels. C'est-à-dire que ça vient nous parler de notre relation avec le milieu. Par exemple, la beauté du paysage en est un, le fait qu'on a une relation avec le paysage, le fait que, par exemple, l'occupation du territoire contribue au développement territorial, contribue à un sentiment d'appartenance avec les régions. On peut contribuer également à ce qu'on appelle des activités agro-récréo-touristiques. Oui. Entre autres, fait qu'on voit qu'on compte, je vais vous donner quelques exemples, mais on compte dans la littérature entre une quinzaine et vingtaine de différentes contributions que les agroécosystèmes offrent aux communautés. Et ce qui est intéressant pour moi avec ces concepts, c'est que ça nous permet de connecter un peu les gens de la ville et les gens de la campagne, pour faire simple, mais autant aux producteurs agricoles de prendre conscience de ce qu'ils ont. Ils sont très, très conscients, je le dirais même, et d'orienter leurs pratiques justement pour améliorer l'ensemble de ces bienfaits-là. Puis de l'autre côté, pour les communautés avoisinantes, pour les gens qui sont à la ville, de reconnaître qu'on dépend des agriculteurs, oui, pour se nourrir, pour avoir des aliments sains, mais également pour maintenir des milieux de vie, pour notre qualité. Et là, nous sommes dans une époque des changements climatiques, donc on dépend de ce type d'usage-là pour s'adapter puis contrer les changements qui vont venir. Donc, c'est une vision globale qui est très intéressante. Il y a des incitatifs pour la production de services écosystémiques. Comment ça fonctionne, tout ça? Alors, pour être capable de reconnaître justement l'apport des producteurs et reconnecter un peu, comme je disais, les citoyens, les consommateurs avec cette production-là, on a ce qu'on appelle la famille des paiements pour services écosystémiques. Et pour faire simple, c'est des incitatifs qui ont apparu dans les dernières 15-20 ans partout dans le monde. Et l'objectif, c'est transférer des ressources vers le producteur agricole pour les accompagner dans l'adoption des pratiques et les soutenir aussi dans la conservation dans le long terme. Ça veut dire qu'on va rétribuer pour ces bienfaits-là. On va les accompagner, que ce soit par des incitatifs monétaires. Ça peut aussi être en forme d'accompagnement, donc des conseils directs, la recherche qu'on fait et qui va aider justement à l'innovation en environnement. Et ça peut être aussi par du matériel, par exemple, qu'on va implanter des ébrise-vents, on va offrir des arbres, des semences, des suivis,
s'occuper avec eux du maintien de ces aménagements. Donc, c'est différents incitatifs qui s'offrent à eux. Puis, de l'autre côté, c'est se poser la question, bien, qui paye pour ces incitatifs? Oui. Comment on va chercher ces sous? Quand, dans mes recherches, moi, j'ai beaucoup regardé différents programmes, que ce soit au Québec, au Mexique, puis également dans le monde. Puis on voit que la tendance, surtout, bien, c'est les pouvoirs publics qui vont établir des budgets, des fonds pour la protection de ces territoires-là et qui vont les distribuer. Des fonds qui vont venir, oui, des mesures fiscales que nous avons pour justement reconnecter les usagers de ces services avec les personnes qui le produisent. Et Alejandra, dites-moi quels sont les critères qui permettent la bonne gestion et le déploiement de ces programmes-là, puis aussi concernant l'atteinte finalement des objectifs qu'ils ont, ces programmes. Alors, peut-être pour aller un peu plus en détail de comment ils fonctionnent, pour parler des critères, on a comme deux grandes familles dans ces programmes-là. Donc, d'abord, les programmes qui encouragent à changer des pratiques parce que si on veut augmenter nos bénéfices, c'est sûr qu'il va falloir peut-être introduire certaines pratiques qui sont bien bénéfiques pour l'environnement, donc tout ce qui est la question de l'agro-environnement. Et il y a des programmes qui accompagnent pour ce qu'on appelle la conservation, donc n'est pas touché ou n'est pas, par exemple, rasé, emboisé ou des forêts. Ça existe également dans le monde. Dans les deux, ce qu'on voit comme critère global, c'est qu'il faut, les incitatifs doivent nous inviter ou doivent être assez performants pour aller plus loin, par exemple, de ce qu'un producteur faisait là, les années auparavant. Donc, c'est les critères environnementaux, avoir plus de bénéfices écologiques, aussi d'avoir des critères qui sont à la fois souples, mais qui visent des objectifs environnementaux. Donc, c'est vraiment, ça, c'est un grand défi. C'est normal. Donc, Parce que là, on fait appel à la volonté de chacun. Exactement. Ce sont des incitatifs, donc volontaires. Et quand je dis souplesse, c'est parce que auparavant, puis c'est un peu ce qu'on dégage aussi en recherche en gestion environnementale, la vision des gouvernements, c'est une vision qu'on appelle plus centralisatrice en termes de qu'est-ce qu'on doit faire partout dans les territoires. Et plus on avance, on a ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'il faut que les décisions en environnement se rapprochent des communautés. Et ça permet de reconnaître la réalité. Donc, cette souplesse-là aide à amener des programmes plus loin. L'autre critère, puis qu'il ne faut pas non plus mettre de côté, c'est l'équité économique, l'équité financière, parce que là, je parle d'introduire des cultures, quand je parle peut-être des retraits de certaines zones pour élargir la bande riveraine, puis il y a certains producteurs qui veulent entreprendre, mais ils vont nous dire, bien, quand on retrait des cultures, nous sommes en train de perdre de la production. Et c'est normal, c'est compréhensible. Et pour ça, les incitatifs, ou qui des fois prennent aussi la forme des compensations, doivent être conscients de c'est quoi les coûts, c'est quoi ces pertes-là, et être ce qu'on appelle compétitif dans le sens d'offrir que ce soit une compensation, de l'accompagnement, du matériel pour accompagner les producteurs dans cette démarche. Donc ça, c'est tous les critères économiques. Et après, comme je disais, il y a les critères sociaux quand je parlais de rapprocher les décisions des milieux régionaux, des milieux municipaux. Mais ça implique une plus grande participation des acteurs, que ce soit des producteurs, des conseillers en agro-environnement, que ce soit des agronomes, du monde municipal, des MRC. On voit que plus on a des acteurs concertés, ça nous permet, de coordonner des actions, c'est-à-dire de ne pas seulement faire des actions à la pièce sur le territoire avec quelques producteurs motivés, mais plus avoir une vision pour l'ensemble du paysage. Donc, ceci a des avantages environnementaux. Les producteurs voient leur impact sur la communauté. Puis ça, moi, dans nos recherches, c'est ce qu'on a vu, ça rend sentiment d'appartenance, de fierté. Et je peux vous donner des exemples dans le monde, mais par exemple, le Pays-Bas, en Europe, comment fonctionne ce programme et comment ils appliquent ces critères. Il y a eu une réforme dans ce qu'on appelle la politique agricole commune, qui est le cadre de subventions agricoles pour l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Dans ce cadre-là,
il y a un pourcentage de l'argent qui reçoivent les producteurs depuis 2014-2015 qui doit être destiné à l'amélioration des pratiques. Ah, c'est ce qui est super intéressant dans ce qu'on appelle le principe d'éco-conditionnalité. Et là, un pays en particulier, les Pays-Bas, ils ont dit « super, mais pour être capable d'accompagner mes producteurs, c'est qu'ils ont donné le pouvoir aux régions. Cet argent-là, ils l'ont donné aux régions, et ce sont les régions agricoles, il y a comme une trentaine de comités et des régions agricoles qui vont administrer cet argent-là. Ah. Et autour de la table, quand on prend des décisions, on a les producteurs, on a les membres de l'industrie, on a des gens qui occupent le territoire. Et ceci a créé un effet d'entraînement puis d'action collective. Donc ça, c'est un autre facteur très, très intéressant parce que ça aide à ce qu'on appelle la pérennité, c'est-à-dire oui, on va planter des arbres, oui, on va faire une bande riveraine qui est plus large, mais on veut qu'elle reste. Les producteurs veulent aussi que leurs actions aient un impact en plus long terme, puis ce type de participation directe, de décentralisation est aussi un facteur à considérer. C'est très intéressant. La majorité des gens qui nous écoutent et nous regardent ce matin, Alejandra, sont du milieu agricole. Alors, comment les agriculteurs peuvent-ils contribuer justement à tout ça? Alors, quand je parlais de participation, je pense que l'engagement direct il est super important. Puis, nous, on le voit déjà. Donc, dans mes recherches, je me suis penchée sur différents exemples d'actions collectives, d'actions participatives faites par et pour des producteurs agricoles. On a, par exemple, en Montérégie, l'exemple du programme ALUS, où ce que c'est l'Union des producteurs agricoles qui mène ce programme, où autour de la table, il y a des producteurs concertés et que ça crée un effet d'entraînement. Donc, ça, c'est une façon comment les producteurs peuvent contribuer. On le voit également dans différents groupes, par exemple, d'organismes de bassin versant, des groupes de concertation dans les MRC, comme c'est le cas, je donne juste un exemple à Nicolet-Yamaska. Donc, tous ces exemples-là, on les a au Québec et dans nos recherches, on s'épanche de comment ça devient des projets pilotes, mais des projets qui permettent le rayonnement puis aller plus loin dans l'adoption des pratiques agro-environnementales. Fait que ça, c'est une des façons de contribuer. De différentes façons, je veux dire, c'est d'être curieux, là, si les personnes sont là et qui nous entendent, de savoir quels sont les types de pratiques. Et oui, je pense qu'il y a d'un côté le fait de l'intention, la volonté, mais une des choses qu'on voit également sur le terrain, c'est qu'il faut que les producteurs soient accompagnés. Et ça, c'est quelque chose de c'est clé. Dans nos conclusions, on a fait l'évaluation, que ce soit du programme Prime Vert ou des programmes en gestion agro-environnementale collective, l'accompagnement est un thème central. C'est-à-dire que si les producteurs ne sont pas interpellés, accompagnés, mis en relation avec, que ce soit un organisme ou d'autres producteurs agricoles, bien, l'action, elle va peut-être pas être entreprise comme on voudrait pour créer des changements. J'aimerais, Alejandra, qu'on revienne sur quelque chose que vous avez effleuré dans les dernières minutes en parlant, par exemple, de la perte de superficie cultivable si on fait une bande riveraine ou quelque chose comme ça. Pour les agriculteurs, il y a des pertes qui viennent avec le fait de mettre de l'avant des initiatives agro-environnementales. Ces pertes-là, comment on peut, en quelque sorte, les évaluer et offrir une compensation qui soit juste là, et qui va quand même inciter les producteurs à aller de l'avant avec les pratiques agro-environnementales? C'est une excellente question. Puis quand je parlais du critère financier, dans la littérature, ce qu'on voit, c'est pour être capable, j'utilise des mots compétitifs, mais pour être un vrai incitatif. Donc, quand on parle de retrait des cultures, je vais prendre l'exemple de la Montérégie, où le prix des terres ne cesse d'augmenter, où à l'agriculture au Québec, nous sommes tous conscients que les prix des intrants ne cessent d'augmenter. On a des différents enjeux, que ce soit l'instabilité des main-d'œuvre qu'on a vécu dans les dernières années, l'instabilité climatique qu'on vit de plus en plus. Les producteurs le savent, là, quand c'est gel, ça dégèle. Est-ce qu'on peut y aller maintenant? C'est-tu la semaine prochaine? Donc, il y a beaucoup de pression, des choses qui font que les producteurs ont peu de pouvoir, en fait, même de négocier un contrat avec certaines compagnies. Et ça, il faut le prendre en considération. Donc, si on veut reconnaître leurs efforts, puis reconnaître qu'ils sont capables d'aller plus loin, il faut calculer cette perte-là. Donc, comment on calcule ça? C'est que ce soit en termes de rendement, mais aussi dans tout ce que ce sont les coûts d'implantation
les coûts de suivi, les coûts d'entretien. Et il y a certains coûts qu'on appelle cachés, qu'on se rend juste compte qu'on est en train de mettre en œuvre le programme, comme les coûts de l'information, le temps que ça prend, des fois, de se rendre en réunion, le fait que les producteurs doivent être disponibles, recevoir des agronomes, tout ça, il faut qu'on soit capable de le prendre en considération. Donc, il y a certains programmes au Québec qui sont capables de couvrir certains coûts. C'est rare que j'en ai vu des programmes qui couvrent le tout. Par exemple, on peut donner l'exemple de Primevert pour l'implantation. Après, on voit certains producteurs qui vont chercher des programmes comme ALUS pour avoir des compensations pendant l'année, ou ils vont s'affilier, par exemple, avec un programme de gestion collective pour avoir un bonus lors du Primevert. Fait qu'il y a différentes stratégies qui s'offrent. Et tout ça, c'est encore en développement, je dirais, pour que ce soit un financement qui est pérenne. Et ça, c'est une autre question. Parce que, oui, je peux dire en agroéconomie, calculer l'ensemble des coûts, dire c'est quoi la rentabilité, jusqu'à où on peut compenser. Mais il faut que le financement suive. Et ça, c'est encore un enjeu qui est sorti également quand on a rencontré dans mes recherches une quarantaine d'acteurs en Montérégie puis dans le centre du Québec qui nous disaient on s'engage pour des projets des fois pour 2 ans, 3 ans, le financement ne suit pas. Donc, comment on fait pour accompagner des producteurs sur le long terme si le financement, que ce soit des sources publiques ou privées, est toujours inestable? Et ça, c'est un peu le nœud. Et quand je dis la compensation, il ne faut pas non plus l'avoir seulement en termes d'un paiement monétaire. Certains producteurs nous disaient, bien sûr que nous sommes contents de recevoir cette compensation, mais de l'autre côté, il nous faut des gens qui nous accompagnent, par exemple, à faire les brise-vents, la main-d'œuvre, les outils, la machinerie. Est-ce qu'on a accès? On n'a pas accès à la machinerie, des suivis. Puis les suivis, moi, je le dis comme ça, on jase, là, la jasette autour du tracteur, c'est quelque chose qui est sorti dans nos recherches comme super important pour garder des producteurs mobilisés, pour garder ces actions-là dans le long terme. Donc, pour répondre à la question sur la compensation des coûts, j'ai nommé plusieurs, il faut les considérer, puis il faut voir différents moyens de les accompagner pour que ce soit un fardeau qui est partagé. Parce que ce n'est pas seulement le producteur qui le porte, étant donné que comme société, nous en bénéficions justement de ces actions-là. Bien, vous me faites une passe directe pour la question que j'avais pour vous, parce qu'en fait, on se rend compte à vous écouter parler de vos recherches à quel point tout est interrelié, interconnecté et tout le monde bénéficie de ça. Alors, quels devraient être les rôles du pouvoir public, de la collectivité, puis des organisations privées dans la mise en œuvre de ces programmes-là? Chacun a son rôle à jouer. En effet, je vais commencer par le pouvoir public. Donc, ce qu'on voit dans le monde, dans les plus grands programmes qui existent en Europe, en Chine, au Mexique, au Costa Rica, ce sont des programmes publics. Okay. Donc, d'abord, le rôle du public, juste en regardant les exemples mondiaux, c'est un rôle de financement. C'est-à-dire d'aller chercher des ressources, puis s'en charger de comme je dis, c'est un transfert de ressources que nous sommes en train de faire vers nos territoires agricoles. Puis je vais vous donner un exemple de comment certains pays le font. Moi, j'ai fait une partie de ma recherche au Mexique, dans une région qui est proche de la ville de Mexico et qui est très riche en eau. Donc, c'est vraiment un peu le puits d'eau pour la ville de Mexico. Okay. Et la ville de Mexico, il y en a 25 millions d'habitants, donc c'est très surpeuplé, une grande demande pour la quantité et qualité d'eau. Donc, les municipalités se sont mis ensemble puis ils ont dit comment on fait pour ne pas perdre des zones agricoles. Dans ce cas-là, c'est plus agroforestier. On a des forêts qui côtoient les territoires agricoles. On ne peut pas perdre ces milieux naturels si on veut garder la qualité de l'eau dans le long terme. Alors, ils ont appliqué des principes de taxes municipales lorsqu'on dépasse un certain nombre de consommations. Et c'est très significatif. Ça peut être des grandes hausses. Et ceci a permis aux municipalités de mettre entre 35 % de leur budget, ce qui n'est pas beaucoup, vers des fonds pour la rétribution. Donc, c'est les municipalités qui disent, nous, dans l'argent qu'on reçoit des taxes et redevances d'eau, on va mettre un pourcentage vers les campagnes. C'est-à-dire que c'est la ville qui donne ça aux
aux paysans, aux agriculteurs, aux cultivateurs qui sont à 2 heures des Mexico pour que eux, de leur côté, c'est des producteurs qui vivent des pressions. Dans l'exemple que je vous donne, c'était l'industrie, par exemple, des patates qui arrivait et qui disait « mais moi, je veux plus de patates » ou l'industrie des avocats, puis on le sait bien, on le voit dans toutes nos assiettes, les consommateurs augmentent cette demande-là, mais les producteurs, au bout, ils disent « ben oui, ils me demandent de plus en plus. Si je veux produire plus, il faut que je rase les boisés à côté de moi. » Donc, ce sont les villes et l'État qui payent ces producteurs pour dire « ne rasez pas. Okay. Nous, on va vous donner des sous pour les maintenir pour le long terme. » Et ça, c'est un exemple d'intervention publique, ce qu'on appelle des principes d'écofiscalité et de distribution. OK. Et un autre exemple des pouvoirs publics, de ce qu'ils peuvent faire, c'est, je le donnais rapidement un peu avant, c'est la décentralisation, c'est-à-dire de donner du pouvoir au niveau régional pour que des décisions soient prises au niveau régional avec des budgets qui accompagnent ces décisions-là. C'était l'exemple que je donnais avec les Pays-Bas. En ce qui concerne le privé, on voit de plus en plus de ce qu'on appelle des fondations de financement qui arrivent du privé. C'est le cas d'Alus, entre autres, que c'est une fondation pan-canadienne qui reçoit de l'argent des personnes qui veulent contribuer à l'environnement et que cet argent-là, par la suite, est destiné à améliorer les conditions environnementales dans nos campagnes. Il y en a d'autres exemples comme ça. Ceci dit, la limite qu'on voit, c'est que le privé dépend un peu de la volonté des individus ou des entreprises. Oui. Et ce n'est pas toujours réglementé, ceci, et ça fait partie de l'environnement. Alors, tandis que le public, il y a des mécanismes fiscaux qui leur permettent d'assurer ces financements-là dans le plus long terme. En quelques mots, si on voulait clore notre entretien, je pense qu'il faut se tourner vers l'avenir un peu, l'état actuel des choses, mais aussi les perspectives, si on veut, de ce type de programme-là au Québec. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, avec les recherches puis les travaux qu'on mène, on se rend compte qu'au Québec, on est dans une phase de développement de ce type d'incitatifs parce qu'on a un programme provincial, qui est le programme Primevert, qui a fait ses preuves, c'est-à-dire qui a été capable d'augmenter, oui, du financement pour diverses pratiques agro-environnementales, mais de l'autre côté, on se rend compte qu'il y a des obstacles pour avoir accès au financement, que ce soit perçu, par exemple, par les acteurs, par les producteurs, comme trop bureaucratique, trop rigide par des moments. C'est des choses qui sont sorties dans mes recherches et qu'il faut s'adapter à cette nouvelle réalité. Et les producteurs, ils veulent être récompensés pour leurs efforts. Bien sûr. Ils veulent être reconnus et ils veulent être connectés justement avec comment on reconnecte un peu avec les pouvoirs publics pour qu'on reconnaisse leur effort et l'interaction qu'ils ont avec l'ensemble. Donc, on voit cette reconnexion dans des exemples comme Alus, dans des exemples comme les travaux qui fait différents OBV ou des MRC des municipalités, mais ça reste, comme je disais, des exemples qui sont peut-être isolés et avec un financement dans le très court terme. Donc, nous, on voit dans le développement qui suit, il y a eu des annonces, donc il y a une intention politique qui est dans le plan d'agriculture durable de parler des reconnaissances des producteurs. Dans nos recherches, nous, ce qu'on dit, c'est il y a divers facteurs à prendre en considération, l'accompagnement, la décentralisation, la participation directe, aussi une vision transversale de ce qui se passe dans le territoire, ne pas travailler en silo, mais en collaboration avec tous les intervenants publics et privés qui sont impliqués. Et nous, on voit ça comme une phase justement qui se développe et qui peut aller plus loin dans ce type de programme. Eh bien, grâce à vos recherches, en tout cas, je pense qu'on fait un pas dans la bonne direction, ne serait-ce que de bien comprendre comment tout ça se place dans notre paysage au Québec. Merci beaucoup, Alejandra Zaga-Mendez. Merci, c'est un plaisir.